Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Donc, cette semaine, au podcast, on aborde encore une fois la santé mentale. On reste dans les cordes de Stacy parce que c'est quelque chose qu'elle adore. Mais cette fois-ci, on se retrouve plus à l'urgence, donc dans l'état de crise. Donc, vous allez voir, la santé mentale à l'urgence, contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup plus de relations. C'est un milieu avec lequel on a plus d'autonomie en tant qu'infirmière. On peut aller loin dans nos relations d'aide avant d'avoir des prescriptions médicales. Puis c'est un côté de la profession infirmière qui est tout aussi important que la santé physique. Au courant du podcast, non seulement on va aborder le rôle de l'infirmière en santé mentale à l'urgence, mais on va aussi aborder le projet de maîtrise de Stacy qui est d'organiser un congé sécuritaire pour une personne qui présente un risque suicidaire. C'est super intéressant de discuter de ça avec elle, puis je pense que c'est un sujet qui est assez d'actualité. Donc, je vous souhaite d'accrocher autant au podcast que moi je l'ai fait au cours de la discussion que j'ai eue avec elle. Comme à mon habitude, avant de vous laisser à la discussion que j'ai eue avec Stacy, je voulais vous parler d'Apprenti Inf et de Garde-Malade. Donc, Garde-Malade, c'est des uniformes super confortables. Honnêtement, c'est les uniformes les plus confortables que je porte. C'est des uniformes super durables. Depuis mes débuts dans la profession que j'ai des gardes-malades, puis j'ai jamais eu besoin d'en racheter dans la même couleur là, parce qu'ils ont été brisés ou quoi que ce soit. Garde-malades font aussi des chandails chauds, donc des crew-necks, des vestes, des cotons ouettés, name it, il y en a plusieurs possibles. Puis, c'est des vêtements qui peuvent autant vous tenir au chaud dans nos hivers québécois ou sur vos départements durant vos quarts de travail. Si jamais vous voulez un nouveau morceau de linge Garde-Malade, n'oubliez pas d'utiliser le code CHOC10 pour un 10% de rabais chez Garde-Malade. Du côté d'Apprenti Inf, on se concentre toujours un petit peu plus sur leur aide-mémoire, mais cette semaine, ça me tentait de vous parler de leurs produits parce que oui, Apprenti Inf font autre chose que des aides-mémoires, que ce soit les casses en poule, que ce soit leur kit à ciseaux ou leurs étuis de stéthoscope. Ils ont plein de produits dans leur boutique, là, puis je vous encourage fortement à aller voir ça. C'est toujours agréable de se gâter en tant qu'infirmière. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, n'oubliez pas d'utiliser le code CHOC15 pour un 15% sur toute leur boutique. Bonjour Stacy. Allô Ariane. Pour ceux qui ne savaient pas ou qui n'auraient pas écouté, on a fait une première partie ensemble sur l'anxiété dans la profession infirmière. C'était tellement intéressant pour vrai. Merci beaucoup encore. Dans cette partie-là du podcast, on va parler un petit peu plus de la santé mentale à l'urgence. Pour quelqu'un qui n'aurait pas écouté la première partie, short and sweet, ton parcours, mettons côté école, plancher, ça ressemble à quoi? En fait, comme je disais un peu dans la première partie, moi j'ai un parcours un peu en dents de scie. Ouais. Donc, avant d'être infirmière, moi j'étais intervenante en délinquance, en toxicomanie. Fait que j'ai fait un certificat en toxicomanie, je travaillais dans les centres de jeunesse, dans les centres de désintox. Donc, j'étais déjà familière avec l'intervention de crise. Donc, intervention de crise suicidaire autant que intervention de crise psychotique, psychosociale, etc. Donc, après ça, j'ai fait mon DEC en soins infirmiers au cégep. J'ai fait mon bac en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke. Et là, je finis ma maîtrise là, cette année en sciences infirmières aussi. Ils appellent ça cheminement intervention. Ouais. Puis côté plancher, t'avais fait, mettons, t'avais commencé en salle pas en salle d'accouchement, en maternité. Ouais, moi j'ai été 6 pieds en maternité. Ouais. J'ai été externe en soins palliatifs. J'ai Ouais. été 6 pieds en maternité. Ouais. Aussitôt que je tombe infirmière, je suis tombée équipe volante. Ouais. Puis ils m'ont orientée à l'urgence. Et t'es tombée en amour. Voilà, depuis. Parfait. J'ai eu un poste à l'urgence, fait que j'ai travaillé là 4-5 ans environ. Ouais. Puis toi, la santé mentale, c'est quelque chose qui t'a toujours un petit peu intéressé, là, qu'on disait dans le premier podcast. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as pas voulu te diriger plus vers, mettons, les étages de santé mentale? Pourquoi l'urgence, si t'avais cet intérêt-là en santé mentale? En fait, c'est que moi, ce qui m'intéresse, la santé mentale en général m'intéresse. Ouais. Mais ce qui m'allume, c'est vraiment l'intervention de crise. OK. Donc,
quand la personne arrive, qu'elle est en crise, que ça va vraiment pas bien, mais moi, c'est vraiment de mettre en place des choses dans le ici, dans le maintenant, pour apaiser cette crise-là. OK. Donc, on peut un peu comparer ça à quelqu'un qui fait un infarctus. Fait que, tu sais, tu vas travailler à l'urgence avec ce patient-là pour soulager sa douleur, puis pour préserver ses cellules cardiaques. Ouais. Mais après ça, ce même patient-là va aller à l'étage, va aller en cardio. Et là, ton but, c'est justement qu'il ne tombe pas en insuffisance cardiaque. Ouais. Fait que c'est le même patient, c'est le même usager qui a la même problématique de santé, mais c'est deux interventions différentes. Donc, on a un plus sur le long terme, puis l'autre, on est plus dans le ici et maintenant. Fait que quelqu'un, mettons, qui aimerait la santé mentale, mais qui serait pas capable de départager entre s'il va faire de l'étage en santé mentale ou qui veut agir sur la crise, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, en fait, je dirais de ne pas aller à l'urgence s'il veut faire que de la santé mentale, parce qu'il n'y aura pas juste ça. Ouais. Il y a très peu de départements d'urgence au Québec qui ont vraiment un département d'urgence en santé mentale. Il y en a un à Sherbrooke, en fait, tu n'appliques pas sur un poste à l'urgence, ils appellent ça l'unité de stabilisation brève. Donc, ça fait vraiment partie du département de santé mentale. Là, ça va être que des personnes qui se présentent à l'urgence avec une problématique de santé mentale décompensée ou que, bon, on va craindre un peu pour leur sécurité, pour la sécurité des autres et qui vont nécessiter qu'on les prenne en charge rapidement, mais ils vont aller là. Mais si toi, c'est vraiment que de la santé mentale que tu veux faire, ben va sur un département de santé mentale parce qu'à l'urgence, tu vas avoir de tout, là. On voit de tout à l'urgence. OK. Donc, c'est vraiment selon tes intérêts. OK. Fait que si tu es prête à faire un compromis, à avoir aussi la santé, ben je dis globale, à toucher un peu tous les systèmes et la santé mentale, mais gérer les crises, c'est plus l'urgence. Puis si tu veux te concentrer que en santé mentale, tu dirais, va plus sur les étages. Oui, c'est ça. Mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres avenues en santé mentale. Ben oui. Il y a le après. Mettons vite, là, qu'est-ce que quelqu'un qui serait passionné par la santé mentale pourrait toucher? C'est sûr que je pourrais pas tout faire le tour là, parce qu'il y a tellement de choses. Ouais. On peut travailler pour les centres de prévention du suicide, on peut travailler au communautaire, faire des suivis en communauté, on peut travailler, puis même les intra-hospitaliers, il y a différentes sortes de départements. Tu peux travailler en pédopsychiatrie, tu peux travailler en troubles alimentaires, tu peux travailler en schizophrénie, tu peux travailler en troubles de la personnalité, en dépendance. C'est name it, là. J'ai l'impression que la santé mentale, c'est aussi large que la profession infirmière. Oui, vraiment. Puis les possibilités sont infinies. Ouais. Comme tu peux aller au intra-hospitalier, comme je disais, autant que tu peux aller au communautaire, puis faire des soins à domicile, mais en santé mentale. Ouais. Autant que tu peux travailler dans un centre d'appel, autant que tu peux travailler au CLSC, autant que tu peux... Fait que, tu sais, les possibilités sont tellement larges et ça dépend, c'est quel genre de relation tu veux avec l'usager. Ouais. Ça dépend quelle pathologie t'interpelle, ça dépend de tellement de facteurs, en fait. Ouais. Tu sais, ça... C'est de l'exploration, C'est j'imagine. Tu pourras jamais savoir toutes les options qui existent, mais tu peux t'informer puis voir. Oui, puis c'est correct d'explorer, tu sais, d'essayer des choses. Et ça sert à ça. Et c'est ce qui est le fun dans notre profession, c'est que le monde s'offre à nous. Là. C'est du bouche à oreille. Mettons, tu commences avec un coéquipier puis il dit « Hey, toi, je te verrais là-dedans. » Puis t'es comme « Je savais même pas que ça existait. » Comme la profession infirmière. Comme la profession infirmière. Large éventail, puis tu peux toujours t'orienter dans quelque chose de nouveau. Toi, vu que tu fais de la psy à l'urgence, on va un peu plus se concentrer sur la partie urgence. J'imagine que c'est aussi ce qui intrigue le plus je vais dire le commun des mortels. Le commun des mortels. Les humains, les personnes qui sont en dehors du système de la santé, qui savent pas comment ça fonctionne. Je vais commencer avec un exemple qui va probablement choquer plus qu'un, si on veut, parce que c'est souvent ce que des personnes voient puis comprennent pas vraiment. Un patient qui arrive en crise, qui rentre au triage, qui est pas du tout collaborant. Mettons, je prends un exemple, t'as pas le temps de fermer ton rideau de triage. Fait que tout le monde voit la scène, puis les gens voient pas l'escalade, puis ils voient juste que le patient, il finit avec le personnel, tout le monde après lui, en train de le contentionner ou de faire quoi que ce soit, ce qu'on appelle un code blanc. Qu'est-ce qui mène à ça? Les gens voient le patient qui arrive, le patient qui est en train de se faire, la plupart des gens diraient attaquer, même si c'est pas ça qui se passe. Mais tu sais, pour
normaliser, oui, normaliser, parce que, tu sais, c'est pas une attaque qui se passe, là, c'est un processus qui mène à ça. Fait que, Ma réponse va peut-être te décevoir. oh, Parce que je veux pas normaliser, parce que c'est pas normal. ok, je vais me reprendre, Ouais. je veux que les gens comprennent. Comprennent. Oui. OK, on veut... Mettons, on part du départ. Ouais. J'ai un patient qui arrive en crise. Peu importe, problème de santé mentale, désorganisation, ça fonctionne pas. Le patient est agressif. Qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, ça dépend tout le temps. Tu sais, on dit en crise, mais en crise de quoi? Fait que premièrement, je veux savoir ça. Puis, tu sais, pour qu'on se rende à contentionner quelqu'un, c'est qu'on craint pour la sécurité de quelqu'un. Donc, Ouais. que ce soit la sécurité de cette personne-là ou la sécurité du personnel ou d'un autre usager, c'est très impressionnant et on va fermer les rideaux du triage. Là. Oui, Tu sais, je sais, mais tu sais, quand il y a un code blanc, tu sais, on va essayer qu'il n'y ait pas de témoins, qu'il n'y ait pas, tu sais, des Ouais. spectateurs, parce que en fait, on veut préserver la dignité Ouais. de l'usager Ouais. qui est agressif. Ouais. Si c'est arrivé, ça arrive, c'est pas parfait. Tu sais, Non. il y a des choses qui arrivent, des événements qui sont pas parfaits, qui respectent pas nécessairement les bonnes pratiques. Moi, c'est sûr que je vais me concentrer sur les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on Oui, chercherait oui. à faire? Comment qu'on se rend à lancer un code blanc? En fait, quand on lance un code blanc, ça veut pas nécessairement dire qu'on va contentionner. Ouais. C'est ce qui est fait, mais c'est pas ça que ça devrait être. Ouais. Quand on lance un code blanc, c'est que l'usager démontre une agressivité qui est en escalade et que mes interventions en tant qu'infirmière, que je suis seule avec cet usager-là, ne sont pas en mesure de faire une désescalade avec cette crise d'agressivité-là. J'ai besoin de renfort. Pareil comme un code bleu. Un code bleu, ça ne veut pas nécessairement dire que ton patient est en arrêt cardio-respiratoire, puis que tu vas l'intuber, puis qu'on va choquer, puis qu'on va donner de l'épi, mais tu veux du renfort. Tu veux un médecin, tu veux un inhalo, tu veux d'autres infirmières. C'est la même chose pour un code blanc. Fait que quand je lance un code blanc, c'est que je veux des agents de sécurité, je veux d'autres infirmières, je veux peut-être un médecin aussi qui va pouvoir me prescrire un PRN, une contention chimique. Et le but, c'est toujours de faire une désescalade. Donc, on veut protéger cet individu-là, cet usager-là, et protéger les autres. Me protéger moi-même par le fait même. Donc, quand on va coder blanc au triage, c'est très rare, là, en passant, là, c'est vraiment, ça l'arrive. J'ai utilisé l'exemple du Ouais. triage parce que ça serait là que le plus de gens, mettons, Ouais. verraient, même si c'est pas ça qu'on voudrait. Et tu sais, c'est pas juste des personnes, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de perceptions. Donc, c'est pas moi, les patients qui codent au triage, là, c'est pas nécessairement des patients qui ont un problème de santé mentale. Ouais. C'est quelqu'un qui a attendu longtemps, c'est quelqu'un qui vit des frustrations, qui vit des émotions, qui a de la difficulté à les exprimer, qui va devenir agressif. Ça arrive plus souvent. Quand on a une personne qui arrive en crise, qui arrive, par exemple, parce qu'il est en psychose, qui est agressif, il va arriver avec les ambulanciers et les policiers. Donc, il va arriver en P38 la plupart du temps. P38. P38, qui est une loi, en fait, là, qui permet à n'importe qui, là, monsieur, madame, tout le monde, de faire un appel aux policiers pour dire monsieur présente tel signe qui me laisse croire qu'il y a un danger pour sa sécurité, qui est imminent. Donc, par exemple, tu as une amie qui a des propos suicidaires, puis qu'elle veut pas aller à l'hôpital, qu'elle veut pas se faire aider, mais que c'est quand même assez inquiétant. Elle te répond plus, mais là, tu peux appeler la police, dire « Mon amie a eu des propos suicidaires, elle ne me répond plus, elle n'ouvre pas la porte. » Les policiers vont arriver, puis ils vont essayer d'intervenir auprès de cette personne-là et qu'elle l'accepte ou qu'elle l'accepte pas. Si les policiers jugent qu'elle représente un danger pour sa propre sécurité, ils peuvent la porter contre son gré dans un milieu hospitalier où elle devra, dans le fond, se faire évaluer par un médecin. OK. Fait que c'est ça, une P38. C'est aussitôt qu'il y a une notion de risque imminent pour la sécurité. Donc, la plupart du temps, les gens qu'on reçoit à l'urgence qui vont arriver contre leur gré, c'est ça. Puis c'est souvent ça qui déclenche la crise. C'est souvent ça qui déclenche l'escalade. Fait qu'on va vraiment beaucoup parler d'escalade, en fait, quand on parle d'agressivité. Et quand on lance un code blanc, comme je disais, on veut du renfort. Et souvent, les gens qui arrivent au triage comme ça sont déjà accompagnés par les ambulanciers et les policiers. Donc, on a déjà un renfort. Et on va déjà le lancer avant que la personne arrive pour se faire un plan de match. Pareil comme une salle de réanimation, pareil comme pendant un code bleu. OK, toi, tu vas aller à la tête, c'est moi qui parle
à l'usager, OK, est-ce qu'on peut préparer une sédation? Est-ce que toutes nos choses sont prêtes? Donc, on va vraiment se préparer dans l'éventualité où la personne, on n'aurait pas de possibilité de discuter avec elle et de faire de la désescalade verbale. Le but, c'est toujours de prendre les moyens les moins... il y a la contention qui est la moins restrictive possible, puis les moyens les moins restrictifs possibles. Donc, ce qu'on veut pas, c'est contentionner, en fait. Ça arrive des fois que la personne arrive, que, par exemple, est en psychose, mais qu'on arrive quand même à avoir un contact visuel et de prendre une entente, de discuter. Écoute, je comprends que ça fait pas ton affaire d'être ici. Je comprends que tu veux pas être ici. Mais si tu es ici, c'est qu'il y a des gens qui se sont inquiétés pour toi. Viens avec moi. On va aller dans une salle. Tu vas te faire évaluer par un médecin. Et si lui, il juge que tu peux quitter, tu quitteras. Mais par contre, s'il juge que tu dois rencontrer un professionnel, un psychiatre, ben là, à ce moment-là, on regardera ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour que ton séjour ici se passe mieux. Donc, c'est vraiment toujours d'expliquer. C'est très difficile parce qu'on prend pas le temps d'expliquer. On prend pas le temps. Les gens, là, imagine, là, tu te sens pas bien, tu te dis que tu as des idées suicidaires, la police s'en vient te chercher, tu débarques à l'hôpital, on te met dans une salle, tu sais pas trop ce que tu fais là, puis tu sais, j'ai demandé de l'aide, puis là, je me fais comme enfermer, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ouais. Mais si on prend la peine d'expliquer, écoute, je te demande de me remettre tes lacets parce que tu as confié que tu voudrais te stranguler, tu voudrais te pendre, ben moi, je m'inquiète que tu le fasses avec tes lacets. Donc, c'est juste pour ça que je les enlève. C'est que je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose pendant que tu es ici. Je me soucie de toi, je veux t'apporter de l'aide, je me soucie de ta sécurité. Fait que, tu sais, c'est d'expliquer les choses. Là, tu vas rester dans cette salle-là pendant jusqu'à demain matin. Tu vas faire dodo avec nous. Là, je dis dodo, là, je me mets dans un cadre où c'est un enfant. Là, mais tu vas dormir ici. Tu vas passer une nuit avec nous. Et demain matin, tu vas rencontrer le psychiatre qui va pouvoir t'évaluer et soit te donner un congé, soit te référer à d'autres services ou peut-être que ça va être une hospitalisation. Juste le fait d'expliquer, tu sais, ça peut... Rien qu'être ça. D'avoir de la D'avoir une communication. communication. C'est d'être à l'écoute des besoins. On va toujours essayer de faire ça avant de passer à la contention. Oui, puis en plus, tu viens créer un lien de confiance encore plus fort si tu réussis à éviter les contentions puis que tu y vas juste avec la communication. Oui, vraiment. Puis, tantôt, tu as dit c'est pas souvent les usagers psychotiques qui ont un problème de santé mentale qui vont faire un code blanc. Si on va dans la voie, mettons, des problèmes de santé mentale, c'est quoi qu'on retrouve le plus à l'urgence comme problème de santé mentale? Mettons, fais-moi un top 5. Ce que tu verrais le plus souvent. Mais pour vrai, là, c'est tellement vaste parce que, tu sais, même si tu fais pas de la santé mentale dans la vie, il va en avoir. Comme toi, en maternité, ben c'est sûr que tu vas avoir des dépressions postpartum. Tu vas avoir des gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme, qui vont accoucher, là, tu sais. Fait qu'à l'urgence, on a de tout parce que on peut pas départager la santé mentale de la santé physique. Fait que déjà ça. Mais les gens qui viennent à l'urgence pour un motif de consultation, dans le fond, de santé mentale, on va avoir des gens qui ont des idées suicidaires. Beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une des seules places qui est accessible en tout temps. C'est la seule place qui est ouverte 24 heures sur 24. Quand tu n'as pas de médecin de famille, puis si tu appelles, par exemple, à un organisme de prévention du suicide et qu'eux évaluent qu'il y a un risque pour ta sécurité, que tu as un risque suicidaire assez élevé, que tu dois recevoir de l'aide immédiatement, ben c'est à l'urgence que tu vas aller. Qui vont te référer. Il y en a même qui vont accompagner ces personnes-là à l'urgence. Donc, malheureusement, oui, on a quand même beaucoup de personnes qui arrivent à l'urgence avec des idées suicidaires. Ça peut aller à des flashs suicidaires, donc un risque suicidaire qui est faible, un potentiel suicidaire qui est faible, à quelqu'un qui a fait une tentative de suicide et qu'on doit réanimer. Donc, ça va vraiment dans les deux extrêmes. Toutes les interventions qu'on va mettre en place vont être différentes à ce moment-là. On a aussi des personnes qui vont arriver en psychose toxique. Tout ce qui est trouble du spectre de la schizophrénie. Donc, psychose toxique, ça peut être une psychose comme ça, que la personne n'est pas connue pour des antécédents. Ça peut être quelqu'un qui a déjà un diagnostic de schizophrénie, qui va avoir une décompensation dans son état. Fait que ça peut être ça. Des gens qui vont être en dépression, qui vont avoir des idées, pas des idées suicidaires, mais qui vont vraiment juste être en dépression, là, une dépression caractérisée. Des gens en manie bipolaire aussi. Donc, ça, on en voit beaucoup.
Ouais. Ça dépend des périodes de l'année. Je sais pas pourquoi. Il y a comme des périodes. Ouais. Donc, des gens qui sont en manie bipolaire qui peuvent même avoir des épisodes psychotiques à ce moment-là parce que ça fait quelques jours, quelques semaines que ça dure. Je te dirais que ça, c'est comme les cas les plus marquants là, qu'on OK. a, là. Mais tu sais, on peut avoir Ouais, des troubles de l'insomnie. personnalité. Ben, tu sais, il y a personne qui va venir consulter à l'urgence pour un trouble de la personnalité. Elle va venir à l'urgence parce qu'elle a des idées suicidaires, Ouais. qui est caractéristique, qui fait partie un peu de la symptomatologie, des signes, des manifestations cliniques de son trouble de la personnalité limite. OK. Maintenant, c'est pas parce qu'elle a ce diagnostic-là qu'il faut pas prendre ses idées suicidaires au sérieux, Ouais. parce que ça reste que sa raison de consultation, c'est des idées suicidaires. Ouais. Donc, quelqu'un, comme je dis, viendra pas à l'urgence pour un trouble de la personnalité, mais va venir à l'urgence pour... Quelque chose qui est causé par c'est son ça. trouble. Comme par exemple, ça peut être très large, là, quelqu'un qui a un trouble de la personnalité antisociale, qui a commis un délit, qui s'est battu et qui a maintenant un trauma facial, ben oui, elle a un trouble de la personnalité antisociale, Mais c'est pas pour mais ça c'est pas qu'elle pour ça vient. qu'elle vient à l'urgence. Fait que les gens viennent plus à l'urgence à cause de ce que leur problématique de santé mentale leur cause, leur fait comme symptôme, leur fait Ça faire. dépend. Là, on parlait vraiment des troubles de la OK. personnalité, parce qu'un trouble de la personnalité, c'est les comportements qui vont mener à des raisons de consultation. OK. Tandis que, par exemple, quelqu'un qui est en manie bipolaire, ben, il va vraiment venir consulter pour sa manie bipolaire parce que dans l'état où ce qu'elle est, il y a des risques pour sa santé. Donc, OK. elle peut se déshydrater, elle peut s'épuiser, elle peut tomber en rhabdomyolyse, là, c'est à ce point-là. Quelqu'un qui est agité, en fait, l'agitation, c'est super... quelqu'un peut consulter pour de l'agitation si on va souvent. Faut pas... L'agitation, Quel- juste L'agitation. juste C'est l'agitation. l'agitation. Imagine quelqu'un qui... Tu sais, quand on code blanc, c'est souvent parce qu'ils sont agités. Ouais. On devrait pas. Parce que... Parce que, On en les fait, fâche. en fait, c'est que de l'agitation, c'est pas de l'agressivité. Ouais. Mais de l'agitation, quelqu'un peut être tellement agité, peut être tellement désorganisé qu'elle se met en danger. Donc là, à ce moment-là, si on fait un code blanc puis qu'on essaie de la contentionner sans donner de sédation, sans essayer de diminuer cette agitation-là, elle va devenir encore plus combative. Puis là, on rentre un peu dans un cercle vicieux de... On augmente sa demande en O2 parce que là, elle se débat, elle fait un effort physique supplémentaire. En oxygène. En Pour ceux oxygène, qui c'est savaient ça. pas. Donc, elle Non, a c'est une demande augmentée en oxygène. Elle a des efforts supplémentaires qu'elle doit faire, comme si elle courait un marathon. Et ben là, elle est encore plus à risque de faire une rhabdomyolyse et aussi on parle d'asphyxie, dans le fond, d'asphyxie positionnelle, parce que on va déployer encore plus d'efforts pour la contentionner. Puis ça, ouais. ça va faire en sorte qu'elle va se débattre encore plus. Donc, tu sais, quelqu'un qui, par exemple, qui vient à l'urgence, qui a un trouble de santé mentale qui fait en sorte qu'elle est en psychose et que, de surcroît, elle devient très agitée, ben là, c'est ça, il faut adapter un peu nos interventions, puis ça devient une problématique de l'urgence parce que si on la laisse continuer, elle va se mettre à risque. Ouais. Puis ça peut être autant quelqu'un, par exemple, qui a un trouble schizophrénique, paranoïde, que ça fait 3 jours qu'il mange pas, qu'il dort pas, puis qu'il se cache en dessous d'un pont à -30 parce qu'il y a des délires de persécution. Mais là, ça devient dangereux pour sa vie parce qu'il pourrait mourir d'hypothermie, Ouais. il se nourrit plus. Fait que là, on a vraiment une problématique d'urgence. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas départager l'urgence physique de l'urgence de santé mentale, parce que ton trouble de santé mentale peut t'amener à avoir des comportements qui vont mettre ta vie en danger. OK. Puis est-ce que je me trompe de dire que la plupart des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, souvent leur agressivité va être causée par le fait qu'ils se sentent incompris? Va pas être, en fait, c'est un facteur contribuant. Ouais. Ils vont pas. En fait, là, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de tabous. Tu sais, je pense que les médias rendent mal service aux troubles de santé mentale. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas écouté Sortez-moi de moi à nouveau, là, il est présent sur Crave. Ça vaut vraiment la peine parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui a une manie bipolaire puis qui se présente à l'urgence, comment ça peut se présenter. Puis c'est vraiment, là, by the book, c'est vraiment ce qu'on peut voir. Là. Fait que si OK. vous voulez voir ça. Puis pourtant, il est très impressionnant. C'est quelqu'un en manie bipolaire, c'est quelqu'un qui va être très impressionnant, qu'on va avoir l'impression qu'il va vouloir nous attaquer. Puis aussi, les médias, puis les films, puis tout ça, quand on entend schizophrénie, on pense que c'est quelqu'un qui crie, qui parle fort, qui va nous sauter dessus à moindre occasion. Moi, c'est mes patients que j'entends le moins. Si tu ne vas pas les chercher, si tu ne vas pas leur parler, ils ne te parleront pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment la réalité et ce que les médias dépeignent, c'est deux choses complètement différentes.
Fait que l'agressivité, est-ce qu'elle va venir du fait qu'ils se sentent pas compris? Non, ils vont venir de leurs symptômes. De leurs symptômes. Ils peuvent être agressifs à cause de leur délire, à cause de plein de choses, de leur hallucination. Si tu entends dans tes oreilles 24 heures sur 24 que tout le monde veut te tuer, ça se peut qu'à un moment donné, tu te mettes en mode défensif puis je veux attaquer, là, tu sais. Ouais. Mais le fait de ne pas être compris, ben là, ça rajoute à ça. Le fait de se sentir jugé, de se sentir stigmatisé, de sentir qu'on n'est pas important, puis que, dans le fond, je suis là, j'attends un psychiatre, puis je sais même pas pourquoi je suis ici. Personne ne me l'a expliqué, je suis dans une pièce, pas de fenêtre, puis on m'a contentionné, on m'a pas dit pourquoi. Ben oui, c'est sûr que maintenant, le lien de confiance est brisé, puis ça peut mener à de l'agressivité. Moi aussi, là, tu sais, je me ferais contentionner, puis je me ferais pas dire pourquoi, même si j'ai eu des comportements agressifs, ben ça se peut que je maintienne cette agressivité-là. Ouais. Le fait aussi de pas se sentir accueilli dans sa détresse. On pense pas à ça, mais tu sais, comme je disais, cette personne-là qui a des hallucinations additives 24 heures sur 24, imagine comment ça doit être envahissant de tout le temps entendre des voix. En plus, ton esprit te joue des tours. Imagine la détresse, la souffrance que ça peut être. Ouais. C'est rare qu'on s'attarde à se demander cette souffrance-là, si elle est présente. Fait que quand on la comprend plus, ben là, on peut rentrer en relation avec ces personnes-là. Mais quelqu'un qui n'est pas conscient que ce trouble de santé mentale-là cause une souffrance au quotidien, autant qu'une douleur chronique, ben c'est sûr que ça peut être un peu frustrant là, d'avoir l'impression de parler à quelqu'un qui t'écoute pas. Ouais. Fait que moi, les patients qui me disent « Ah, j'ai des hallucinations de telle sorte, ah, tu sais, ou ben, qui me content leur délire, ben, moi, j'embarque pas nécessairement dans leur délire, mais ce que je vais leur demander, c'est « Ah, tu sais, ça doit être effrayant. Ça, tu sais, est-ce que vous êtes capable de dormir le soir ou ça vous effraie trop, vous n'êtes pas capable? Ah, crime, est-ce que ça vous crée de la colère de vivre comme ça? » Tu sais, j'essaie vraiment de m'intéresser à ce que ça leur fait vivre, à la souffrance psychologique que ça leur amène, Faut leurs qu'ils se symptômes. sentent compris. Ben, pas nécessairement compris parce qu'on comprendra Non. jamais en tant qu'infirmière un patient psychotique, puis ça, on se le fait répéter 150 000 fois, ne jamais dire à un patient « je te comprends », parce qu'on le comprendra jamais, mais tu sais, au moins, il va voir qu'on a de l'intérêt, puis qu'on remarque que c'est difficile pour la personne. Ben, juste de souligner le fait que je te crois. Ouais, Tu sais, écoute, moi, je le vois pas comme ça, mais je te crois quand tu me dis ça. ouais, Écoute, moi, je les entends pas, les voix, mais je sais que toi, tu les entends. ouais. Est-ce que tu veux m'en parler de ces voix-là? Qu'est-ce qu'elles te disent? Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand elles te disent ça? Tu sais, de vraiment s'intéresser au vécu de la personne, parce que tu vas le faire pour ta personne qui arrive avec une douleur rétrosternale. Ouais, Tu vas lui demander, ça, tu faisais quoi quand que c'est arrivé? Ça a commencé comment? Ça t'es-tu déjà arrivé avant? Qu'est-ce que tu fais pour soulager cette douleur-là? Pourquoi on le fait pas avec ouais, notre personne qui arrive avec une souffrance psychologique? Pourtant, c'est notre évaluation infirmière reste la même. ouais. C'est des symptômes qui sont différents, mais c'est tout aussi important. Fait que le rôle de l'infirmière à l'urgence avec un patient en santé mentale ou qu'une problématique de santé mentale secondaire qui a causé une visite, c'est d'évaluer le patient de la tête aux pieds selon Oui, les mais symptômes physiques, parce qu'il oui. ne faut pas le nier, puis de faire une évaluation mentale complète. Y a-t-il d'autres Mhm. choses que l'infirmière peut faire à l'urgence pour un patient? Mais en fait, je te renvoie directement à c'est quoi le rôle de l'infirmière tout court. Ouais, C'est d'évaluer la condition de santé, donc ouais, d'évaluer l'état physique et mental chez un patient symptomatique, ouais, et c'est de collaborer, d'initier des traitements des thérapeutiques infirmiers. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais évaluer mon patient. Oui, je vais faire une évaluation head to toe, dans le fond physique, mais je vais aussi faire une évaluation complète de son état mental, en plus d'une évaluation du risque suicidaire. Quelqu'un qui se présente à l'urgence avec une problématique de santé mentale, c'est un facteur de risque. Donc, je vais faire une évaluation du risque suicidaire. C'est comme, ça va de soi, là. On passe pas à ok, côté. Une fois que mon évaluation est faite, puis pourquoi c'est important de faire une évaluation de l'état physique aussi, c'est que, comme je disais, son état mental peut avoir causé des problématiques de santé physique parce qu'elle se nourrit pas, parce qu'elle se déshydrate, etc., etc. On va répondre aux besoins de base. Par exemple, quelqu'un qui est en psychose, que ça fait 3 jours qu'il est sa go puis qu'il se promène, mais c'est quand la dernière fois tu as mangé? C'est quand la dernière fois tu as dormi?
OK, t'as-tu besoin d'aller aux toilettes? C'est juste besoin de base, là. Ouais. Puis une fois que ça c'est fait, ben là, tu sais, ça reste un problème de santé, un problème de santé mentale. Mais comment que je peux faire pour apaiser ça en attendant que le médecin vienne me voir? C'est la même chose. Donc, ben là, pour quelqu'un qui est en crise d'anxiété, OK, ben c'est juste d'offrir une présence, de faire verbaliser. On peut faire de la restructuration cognitive, on peut faire de la relation d'aide. Est-ce que tu as un ami que tu veux appeler? Donc, c'est vraiment, tu sais, on a l'impression qu'on fait rien. Ouais. Tu sais, on a l'impression que c'est pas du domaine infirmier de faire ça. Pourtant, on a eu combien de cours à l'université sur ça? Ouais. On en a. Puis ça fait partie de notre rôle, ça fait partie de notre profession parce qu'on a des connaissances pour rentrer en relation d'aide, Ouais. puis pour faire cheminer la personne. Est-ce que tu as des ressources? C'est quoi tes signes avant-coureurs? Comment tu t'es senti avant que ça commence? Tu sais, c'est vraiment d'engager cette discussion-là. Puis en faisant ça, ben non seulement tu évalues, mais en plus, tu es en train d'intervenir. Ouais. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est une différence entre un problème de santé physique ou un problème de santé mentale. Quelqu'un qui viendrait pour une douleur, tu sais, une fois que tu as fait ton évaluation au complet, apporte tes ordonnances collectives, tant que tu n'as pas vu ton médecin, on dirait que t'es bloqué, tu peux pas faire plus d'intervention, tandis qu'un problème de santé mentale, quelqu'un qui vient pour ça, ben même s'il a pas vu le médecin, tu peux commencer ta relation d'aide, tu peux venir chercher les pourquoi, tu peux venir créer ton lien de confiance, fait que c'est encore plus vaste, puis on a plus d'autonomie qu'on pense là-dedans. Mais vraiment, parce que, puis même au niveau de la douleur, tu sais, tu as des moyens pharmacologiques, puis tu as des moyens non Ouais. pharmacaux. Mais c'est la même chose en santé mentale qu'en santé physique. Donc, on a des moyens pharmacologiques. Des fois, ça prend une médication, là. Tu sais, des fois, la personne, là, je me replonge un peu dans ma crise d'anxiété, elle est tellement anxieuse, elle est tellement en crise que ça va lui prendre un benzodiazépine, par exemple. Ça va lui prendre un activant pour, comme, casser la crise, là, comme Ouais. en bon français. Mais j'ai aussi des interventions non pharmacologiques que je peux mettre en place. Par exemple, quelqu'un qui a un trouble du spectre de la schizophrénie, qui est en psychose, qui entend des voix, qui a des hallucinations auditives, il y a plusieurs choses que je peux faire. Je peux lui donner des bouchons pour les oreilles. On va diminuer les stimuli. On peut lui demander qu'est-ce qui marche d'habitude. Ben, il y en a qui disent ah, ben, quand je dis non à mes voix, ça diminue. OK, ben, on va faire ça. Ben, moi, quand j'écoute de la musique, OK, mais y a-tu quelqu'un qui peut venir te porter ton iPod? Y a-tu quelqu'un qui peut venir te porter ta musique? Fait que, tu sais, on va mettre en place des interventions non pharmacologiques de gestion des symptômes, au même titre que des interventions en gestion de la douleur qui sont non pharmacologiques. Fait que ça fait partie de l'expertise de l'infirmière en santé mentale. C'est là toute la beauté de la chose, c'est qu'elle est experte de son domaine, puis elle a des connaissances propres à ces problématiques de santé-là. Donc, c'est juste de les connaître, de s'informer, de suivre des formations. Puis je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ouais. Il n'y en a pas assez à l'urgence. On dirait que j'aimerais ça Qu'il y en ait qu'il y en ait plus. plus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent à l'urgence pour ces problématiques-là, malheureusement. Là. Puis, tu sais, il y a beaucoup, les médias, encore une fois, on parlait des médias tantôt, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont médiatisées dans les extrêmes. Euh, Pourquoi les gens attendent d'être au bout du rouleau pour consulter à l'urgence pour des problématiques de santé mentale? Pourquoi ils attendent d'être en crise? Tu sais, je sais qu'on a des problèmes dans notre système de santé, on peut pas se le cacher, mais tu sais, quelqu'un qui se sent pas bien, pourquoi il consulte pas tout de suite? Est-ce que le suicide est tabou, Ariane? Oui, le suicide est tabou, malheureusement. C'est pour ça que les gens attendent. Ouais. C'est pour ça que les gens attendent. Les gens, en fait, les gens, c'est très général. Il y a plusieurs situations, mais c'est tabou, fait que ça l'aide pas. Il y a le fait que c'est pas facile d'avoir un suivi psychologique. Les gens connaissent pas les services d'aide. Donc, puis là, si je vais parler peut-être plus au niveau scientifique, là, Ouais. si tu me permets, parce que je travaille là-dessus, en fait. Là, c'est mon champ d'études à la maîtrise et bientôt au doctorat. Là. Donc, il y a une étude qui a été réalisée auprès des personnes qui se présentaient à l'urgence de façon répétée pour des conduites suicidaires. C'est une étude, dans le fond, qualitative, fait qu'on voulait vraiment comprendre leur expérience puis qu'eux nous content qu'est-ce qui se passe quand ils vont à l'urgence. Et ce qui est ressorti de ça, c'est que ils connaissent pas les ressources. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que quand ils veulent utiliser les ressources, ben ils sont pas disponibles. Soit que c'est plein, il y a une liste d'attente, ou bien il est 3 heures du matin. Fait que, tu sais, c'est là qu'ils sont seuls, qu'ils sont isolés, tout le monde dort. Ben, fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, d'avoir un service qui est ouvert 24 heures sur 24, ben c'est alléchant parce que tu peux y aller, puis comme ils vont te prendre en charge tout de suite. Pourquoi les gens se rendent là aussi, c'est que tu vas attendre à l'urgence.
Puis on a parlé dans la première partie, tu sais, on minimise beaucoup nos propres symptômes. Ouais, mais tu sais, je suis pas en train de mourir. Ouais, Je vais aller attendre combien d'heures à l'urgence? Ouais, ouais, mais tu sais, je suis pas malade. Ouais, mais tu sais, fait que c'est pour ça qu'on se rend loin là-dedans, puis on n'ose pas en parler à notre conjoint, à notre conjointe, on n'ose pas en parler à nos amis, on s'isole. L'isolement est un symptôme de la dépression. Donc, tu sais, c'est un peu un espèce de cercle vicieux dans lequel on s'embourbe, et la seule solution, la seule façon de ne pas s'embourber dans ce cercle vicieux-là, c'est d'en parler. Fait ouais, que quand on dit que parler du suicide, ça sauve des vies, c'est ça que ça veut dire. C'est quand on voit que quelqu'un va moins bien, c'est de poser concrètement la question, as-tu des idées suicidaires? La personne, elle va tellement, tu sais, hein, un peu quelqu'un me parle de ça. Oui! Fait que là, c'est là qu'on va pouvoir mettre des choses en place avant de se rendre à une tentative de suicide. Puis que la problématique suicidaire soit cristallisée. ouais. Puis, quelqu'un qui a besoin d'aide, avant de se rendre à l'urgence, justement, c'est quoi les options qu'il peut avoir au niveau de la santé mentale? Ben, ça dépend c'est quoi ton trouble de santé mentale, puis c'est quoi tes besoins, là. Tu sais, il y a plusieurs organismes communautaires qui peuvent te venir en aide, dépendamment de ta problématique puis de tes besoins, de ton âge aussi. Par exemple, il y a des organismes qui viennent en aide aux proches d'une personne qui a un problème de santé mentale. Donc, par exemple, ma mère est atteinte d'un trouble bipolaire, ben, est atteinte, vit avec un trouble bipolaire. Puis moi, ben, tu sais, je me sens épuisée, tu sais, je suis sa proche aidante, mais il y a des organismes communautaires qui peuvent venir en aide à ces personnes-là. Autant que, par exemple, j'ai une amie qui a des idées suicidaires, puis je trouve pas ça facile, ben, tu peux appeler un organisme qui s'appelle Je vis ici en Estrie, pour qu'il me donne des conseils pour m'accompagner là-dedans. Après ça, ben, tu peux appeler directement les ressources si toi, tu as un problème de santé mentale. Il y a plus, dans le fond, on peut faire le 811 pour Info Santé, puis eux, ils vont te mettre en contact avec les services, euh, dépendamment de tes besoins. Il y a pour les troubles alimentaires aussi, il y a des organismes communautaires qui existent avec différents services, des groupes de parole, de l'art-thérapie. Donc, on n'est pas obligé de se rendre à voir nécessairement un urgentologue puis un Ouais, psychiatre. On peut s'inscrire, c'est sûr, il y a des listes d'attente, mais pour avoir un suivi psychologique au CLSC, voir un travailleur social. Tu sais, il y a des ouais, travailleurs sociaux qui existent, les éducatrices spécialisées, les infirmières. ouais, Tu sais, on peut avoir un suivi au communautaire avec une infirmière qui travaille, par exemple, en CLSC, en santé en mentale. santé mentale. Donc, dans les écoles, il y a des services. Si vous êtes étudiant à l'université, il y a probablement un service d'aide aux étudiants qui existe. Si vous êtes employé, par exemple, ici au CIUS, il y a le programme d'aide aux employés qui existe, qui peut vous accompagner, qui peut être là pour vous écouter. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avant de se rendre à l'urgence. Puis, tu sais, c'est pas grave de se rendre à l'urgence. Ouais, C'est correct. ouais, Si t'es rendu là, t'es rendu là. Puis si t'as épuisé tes ressources ou si tu connais pas les ressources, prends ce que tu veux, mais prends-en une. ouais, Tu sais, puis si c'est l'urgence, mais ça sera l'urgence. ouais. Mais je trouve ça vraiment bien l'idée que tu emmènes d'appeler le 811 parce que, tu sais, j'ai l'impression que les gens pensent que s'ils appellent le 811 et qu'ils décrivent leurs symptômes, ben, ils vont leur dire va à l'urgence. Mais, tu sais, le 811 est aussi là pour donner des ressources. Fait que c'est super intéressant, honnêtement. Même moi, j'aurais pas pensé faire ça pour un trouble de santé mentale, là. Ben, en fait, quand tu appelles au 811, je sais pas si tu as remarqué, ils disent si c'est un problématique psychosociale, veuillez faire l'option nanana. Puis là, ça te OK. mène à la ligne, dans le fond, info psychosociale. Je savais pas. Ouais. C'est super intéressant. Fait que, il y a plusieurs services comme ça que les gens connaissent pas. Fait que malheureusement, ça fait en sorte qu'ils viennent à l'urgence, puis là, qu'ils reviennent à l'urgence. Fait que là, on est un peu dans un cercle vicieux de comme, ah ben, elle vient tout le temps, mais là, tu sais, là, ça va vraiment pas bien, tu sais. Ouais. Euh, Fait qu'il y a comme une espèce de dépendance à l'urgence qui s'installe, puis que la personne est consciente de ça, puis elle est pas bien avec ça. L'étude que je parlais, justement, c'est Mihan et Hall, là, qui a fait ça. Les gens se sentent coupables d'aller à l'urgence Ouais. parce qu'ils vont pas bien. Mais tu sais, tu devrais pas te sentir coupable d'aller demander de l'aide, là. Ouais. Mais en même temps, tu devrais pas aller autant à l'urgence. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a un problème à quelque part dans le système de santé pour que les gens aboutissent autant souvent à l'urgence, d'où ton projet de Oui, maîtrise, là. d'où mon projet de On maîtrise. peut en... il y a un cheveu, je m'excuse. On peut en parler un peu parce que c'est tellement intéressant, là. Quand tu me dis ça, c'est comme... C'est tellement vrai. Puis, tu sais, toi, c'est concentré sur le suicide. Mais, tu sais, pour n'importe quelle problématique, des fois, le suivi est juste pas instauré. Fait que, oui, la crise est réglée, mais le patient retourne chez lui, puis il n'y a pas d'intervention qui ont été posées, ils n'ont pas de suivi. Fait qu'ils vont juste retomber en crise.
puis retomber à l'urgence, puis ça va comme être un cercle vicieux. Puis toi, par rapport au suicide, qu'est-ce que t'as... Ben, en fait, tu peux nous en parler, là. On dirait que je l'explique pour toi, mais j'en ai pas vraiment parlé. C'est quoi ton projet de maîtrise? En fait, mon projet de maîtrise, c'est de mettre en place une intervention, de proposer une intervention dans les urgences, qui est le plan de congé sécuritaire, qui est déjà quelque chose qui existe dans le milieu de la santé mentale, en prévention du suicide, mais qu'on va faire peut-être plus à l'étage. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est de le mettre en place dès l'urgence. Donc, à l'urgence, pour prévenir justement qu'il y ait une crise qui survienne après le congé. Donc, entre le congé et le suivi en externe, parce qu'il y en a un suivi en externe, mais des fois, il y a des délais. Puis, dépendamment de l'état de la personne, ça peut être le lendemain, ça peut être dans 2 jours, comme ça peut être dans 2 semaines. Donc, ça dépend tout le temps de l'évaluation que le psychiatre puis que le médecin urgentologue en a fait. Donc, il y en a des suivis. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place actuellement, là. Il y a beaucoup de programmes d'amélioration de la qualité de la sécurité des soins en matière de prévention du suicide dans les organisations. Je pense que c'est un peu un sujet à la mode, malheureusement, là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Fait que dans le fond, mon projet, c'est un outil clinique qui est, comme je dis, qui existe déjà, que je vais adapter au milieu de l'urgence. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'infirmière en pratique avancée, c'est que je vais étudier mon milieu. Donc, moi, c'est une urgence, dans le fond, à laquelle j'ai déjà travaillé. C'est l'urgence où je travaillais. Il y a un besoin. Donc, je vais venir valider avec les infirmières c'est quoi leurs besoins. Je vais venir évaluer la clientèle, tu sais, c'est quoi leurs besoins à eux, c'est quoi nos services qu'on offre, il est où un peu notre trou là-dedans. Je vais venir adapter cet outil clinique-là. Je vais le présenter, je vais le mettre en place, puis après ça, je vais offrir du soutien clinique pour les personnes pour qu'ils puissent comme mieux l'utiliser. Puis qu'est-ce que c'est concrètement? C'est 7 questions. C'est une feuille recto verso, mais ça répond à plein de besoins. Fait que je parlais tantôt des besoins des personnes qui ont des idées suicidaires qui se présentent à l'urgence. Ben non seulement c'est ça, ils connaissent pas les ressources, mais en plus, ils disent qu'ils se sentent jugés, qu'ils se sentent pas bien quand ils sont à l'urgence. C'est un milieu qui est super confrontant pour eux parce que tout va vite. Il y a beaucoup de ça. Tu sais, il y a des bruits partout. Ils ont l'impression qu'ils attendent longtemps. Ça a des effets iatrogènes qu'on appelle, là. Dans le fond, ça augmente leur anxiété puis leur rumination suicidaire. Il y a aussi des besoins chez les infirmières. Les infirmières se sentent pas qualifiées pour intervenir avec des personnes qui ont des problématiques suicidaires à l'urgence. Ils ont les connaissances pour. Il y a plein d'outils qui existent pour l'évaluation du risque suicidaire. On les connaît tous, puis on est calé là-dedans en évaluation. Maintenant, quelle intervention je mets en place une fois que j'ai quelqu'un qui me dit « oui, je suis suicidaire », il y a comme un peu, pas un néant, mais le sentiment d'auto-efficacité de ces infirmières-là est pas optimal, puis ils le disent elles-mêmes. Aussi, quand on travaille à l'urgence, ce qu'on aime, c'est d'avoir un résultat là. Je donne un médicament, le patient va mieux, mais on peut pas avoir ça en santé mentale, puis on peut pas avoir ça quand on parle de suicide. Donc, cet outil-là, qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est que ça instaure un dialogue entre la personne usagère qui a des problématiques de santé, pas des problématiques de santé mentale, mais qui a des idées suicidaires. Parce que c'est juste pour les idées Oui, suicidaires. c'est vraiment pas pour ça. toutes les personnes en crise, c'est juste Non. ça. C'est, dans le fond, c'est pour les gens qui consultent à l'urgence pour une problématique, qui ont des idées suicidaires. Comme on dit, une chose à la fois. Une chose à la fois. Un cheval de bataille à la fois. Ouais. Donc, ça instaure, dans le fond, vraiment un dialogue entre la personne qui a des idées suicidaires et l'infirmière à l'urgence. Donc, elle va lui poser des questions, puis elle va stimuler la réflexion chez cette personne-là. Donc, la première question, c'est quoi tes signaux d'alarme? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu avant que tu aies des idées suicidaires, puis que tu commences à ruminer? Est-ce que tu te sens plus anxieux? Est-ce que tu arrêtes de dormir? Est-ce que c'est à toutes les fois que tu vis une rupture amoureuse? C'est quoi les signaux qui font en sorte que tout d'un coup, tu te sens plus fragile puis que tu pourrais passer à l'acte? Ensuite de ça, c'est quoi les ressources internes que tu peux utiliser pour te distraire de tes ruminations suicidaires? Donc là, on vient faire de l'empowerment. On vient vraiment donner le pouvoir à la personne qui a des idées suicidaires, à la personne qui vit des difficultés psychologiques, de se remettre elle-même en action puis de trouver des solutions. Donc, quand j'écoute de la musique, ça me distrait, je vais mieux. Quand je travaille, quand je vais prendre un verre avec mes amis, ok, parfait. Quand je fais du sport, c'est beau. Fait que là, on va écrire ça. Ensuite, y a-t-il des personnes que tu peux rejoindre? Ma soeur, j'ai une bonne relation avec elle, nanana. Après ça, y a-t-il des personnes concrètement qui peuvent t'aider si tu vas pas bien? Oui, ma mère, si je l'appelle, je vais pouvoir aller dormir chez elle. Ok, parfait. Fait que là, on développe ça ensemble. Fait que là, on est en train de construire un réseau autour de cette personne-là, seulement en faisant ce questionnaire-là. Ensuite, est-ce que tu connais les ressources? Quelles ressources tu utilises? Je les connais pas vraiment. Gars, je vais t'en présenter. Voici les ressources de cette ville-là où ce que tu habites. Voici quelle personne tu peux contacter au CLSC.
Fait que là, on développe un peu ça. Puis si jamais il y a une crise qui réarrive, ben, elle va avoir des ressources au lieu Voilà. d'avoir l'urgence, comme on le fait. Voilà. Puis ensuite de ça, on va sécuriser l'environnement. As-tu des armes chez toi? As-tu des médicaments chez toi? On va vraiment là, s'attarder au plan suicidaire de la personne pour la mettre en sécurité. Écoute, je me sens plus fragile en fin de semaine. Je pense que ça serait mieux que je sois pas toute seule chez moi. OK? Y a-tu quelqu'un qui peut venir chez toi? Ah oui, mon frère, je peux l'appeler puis il va venir chez nous pour la fin de semaine. OK, mais on va organiser ça tout de suite. Ouais, Fait que comme ça, on a déjà comme une fenêtre de 48 heures en attendant le rendez-vous, mettons, le lundi d'après. Fait OK. qu'on met déjà des choses en place pour sécuriser l'environnement, puis c'est la personne qui trouve les solutions. Fait c'est co-construit entre l'infirmière et la personne. Et la dernière question qui est pas courante dans la littérature, donc c'est pas habituel d'avoir cette dernière question-là, mais c'est un auteur qui l'a ajoutée, puis je la trouve vraiment intéressante, c'est de demander à la personne c'est quoi tes raisons de vivre. Fait que dans le fond, on vient stimuler l'ambivalence. On vient demander à la personne, tu sais, moi j'aime bien la question, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Qu'est-ce qui irait mieux? Ah ben, j'aimerais ça avoir une belle relation avec mes enfants, mais qui vieillissent. OK, fait que tu veux voir tes enfants vieillir, ça pourrait-tu être une bonne raison de vivre, ça? Ah oui, hein? Ah OK. Ça fait qu'on vient vraiment travailler l'ambivalence puis s'accrocher à la partie de la personne qui veut vivre. Parce que la OK. personne, essentiellement, est-ce qu'elle veut mourir ou elle veut arrêter de souffrir? Arrêtez de souffrir. C'est ça. Fait que, tu sais, faut vraiment aller chercher ces petites parcelles de la personne pour la faire reculer dans le processus suicidaire. Fait qu'une fois que la personne a cet outil-là qu'on a co-construit, elle là, elle va elle va voir le psychiatre, tout ça, puis elle va pouvoir quitter. Et elle garde ça avec elle. Donc, ça lui donne un peu un reminder de voici mes outils, voici mes choses. Je t'ai fait un parallèle, tu travailles en obstétrique, en maternité. Ouais, Ça te fait-tu penser à quelque chose que vous faites? l'enseignement de départ. L'enseignement du bébé secoué. Ah, mon Dieu, moi j'étais comme l'enseignement de départ, Ouais. t'as plein de ressources, mais oui, aussi L'environnement, l'enseignement. ouais, Mais oui, oui, c'est exactement totalement. la même chose. Tu as un dialogue, Ouais, puis tu es obligé de le faire avant qu'ils partent. ouais, Et tu demandes aux parents de se mettre en action, de trouver des solutions tout de suite avant de quitter, des ouais, personnes qui peuvent appeler en cas d'urgence. C'est la même chose. c'est vrai. Fait que là, après ça, la personne qui a décidé de retourne chez elle, bon, elle a son rendez-vous dans 2 jours, mais elle peut l'apporter, ce papier-là, dans son suivi. Ouais, Pour faire, regarde, moi, j'ai construit ça à l'urgence, puis c'est un outil qui est évolutif. C'est comme un PTI, là. tu peux l'ajuster à travers le temps. C'est ça. Ah, je parle plus à ma mère. OK, on va l'effacer. Y a-tu quelqu'un d'autre? Ah, ma cousine. Ah, OK. Fait que c'est un outil qui est évolutif, puis on peut le construire comme ça. OK. Donc, c'est ça que je veux mettre en place à l'urgence. On commence par une urgence. Ouais, Puis après ça, ben, on va évaluer si ça répond aux besoins des infirmières. Parce que le but, c'est pas de mettre un papier de plus à faire. On veut ouais, pas faire une surcharge de travail. ouais, Moi, ce que je veux, c'est que ça soit fait. Tu sais, ouais, que si c'est pour être un papier qui reste sur le coin d'un mur, ben, je suis passée à côté de la cible. ouais. Donc, il faut que je trouve un autre moyen. Fait que dans le fond, le but, c'est ça, c'est que ça réponde aux besoins des infirmières, que ça réponde aux besoins du milieu et que ça améliore la qualité, que ça contribue à améliorer la qualité et la sécurité des soins qu'on offre à la population. Donc, c'est un peu ça le but de mon projet de maîtrise. Puis mettons, je dis ton rêve, ta plus grande vision avec ça serait quoi? Ma plus grande vision. Boy. Tu veux dire au niveau de la prévention du suicide dans les urgences? Ben, au niveau Ou... de ton projet, tu voudrais emmener ça à quelle échelle? Ben, j'aimerais ça que ça soit fait partout, là. Mais Ouais, à tu sais, travers c'est pas le réaliste. Québec. Mais ouais, Non, mais j'aimerais ça que si ça peut fonctionner dans cette urgence-là, puis que ça peut inspirer d'autres milieux de pratique à développer des outils, même si c'est pas celui-là, ben, ultimement, j'ai rempli mon mandat. ouais, Tu sais, puis même si ça peut être juste d'avoir sensibilisé les gens à la problématique du suicide, à la pratique de la prévention du suicide, ben mon but est atteint parce que tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait que le suicide, puis on en parle, puis on sauve des vies. Donc, si ça peut être juste ça, de créer un impact, ben tant mieux. ouais. Puis est-ce que tu penses que, mettons, quelqu'un qui écouterait le podcast, qui aurait quelqu'un dans sa famille qui a eu des problèmes d'idées suicidaires, qui n'est pas nécessairement en train d'en avoir, est-ce que ça serait quelque chose de bien, mettons, de faire cet exercice-là avec n'importe qui dans la population juste pour lui montrer qu'il est encadré? Ben tellement, puis c'est accessible en fait sur le site internet de l'Association québécoise des infirmières en santé mentale. Vous avez juste écrire plan de congé sécuritaire OK. et puis vous allez l'avoir. Donc c'est accessible à tous, puis vous pouvez le faire, puis c'est le fun parce que si vous commencez cet exercice-là en famille ou par exemple auprès d'une amie,
ben c'est de lui montrer que vous êtes à l'écoute puis que vous êtes disponible si jamais il y a quelque chose. Fait que, tu sais, tu commences pas avec ça avec n'importe qui va bien, là. Ils vont Ouais, trouver un peu ouais, bizarre, là. ouais, Mais, tu sais, si tu sais que cette personne-là est plus fragile et que, bon, tu sais, il peut avoir un risque, mais c'est sûr qu'il faut pas non plus juste faire ça puis penser que le problème est réglé. ouais, Parce que c'est une planification de congé sécuritaire. Là, on a quelqu'un qui est pas en milieu intra-hospitalier. ouais, Donc, oui, ça peut initier une discussion, mais il va falloir quand même que cette personne-là trouve des ressources professionnelles pour l'aider. ouais. Parfait. Mais ça peut mettre quand même une barrière de sécurité ou un encadrement autour de quelqu'un. Non, c'est ça. Non? Dans le fond, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, que j'ai lues, que dans le fond, c'est un peu une fausse sécurité. OK. Parce qu'on peut avoir ah, ben là, j'ai mis ça en place, puis ça va. OK. Ouais, mais non, tu Faut sais, qu'il y ait un faut qu'il y suivi ait un avec ça. suivi. C'est un peu, tu sais, avant, en tout cas, ça, c'est dans mon temps, quand j'ai commencé. J'ai comme des rides qui viennent de pousser. Il y avait le fameux contrat de non-passage à l'acte, là, qu'on faisait. Fait que ça, dans le fond, c'est que tu signes un contrat avec la personne qu'elle ne passera pas à l'acte, qu'elle fera pas une tentative de suicide. Mais ça a été vraiment comme désapprouvé, là. On fait pas ça parce que Ouais. c'est comme une fausse sécurité de ah, ben là, on a signé un contrat, il le fera pas. Ouais, mais non, il y a encore les moyens de le Ben faire, oui. là, tu sais. Fait que le plan de congé sécuritaire, concrètement, ça peut contribuer à diminuer les risques de suicide. En fait, il y a des résultats probants, là. Il y a vraiment des études qui ont démontré qu'il y avait une diminution de 20%. Puis OK. même, là, il y a des études qui vont jusqu'à 80% OK. de diminution des tentatives de suicide, donc du risque de suicide. Mais ça fait pas que les personnes ont moins d'idées suicidaires. Ça fait juste qu'au niveau behavioral, au niveau comportemental, ils vont avoir moins de comportements suicidaires parce qu'ils vont avoir des choses à essayer avant. C'est comme si, tu sais, le suicide, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est que c'est rendu ta seule solution possible. En développant un plan de congé sécuritaire, puis en ayant ces discussions-là avec les personnes qui ont des idées suicidaires, c'est que tu lui offres d'autres solutions. Fait que le suicide n'apparaît plus comme la seule solution possible. Fait qu'on n'achète pas du temps, mais un peu. Tu sais, on achète de l'espoir que ça aille mieux. Mais il faut mettre quelque chose en place quand même. C'est Ouais. pas une garantie. T'as pas été chez lui, il a enlevé son arme à feu, il a enlevé ses couteaux, il a enlevé ses ceintures, là. Tu sais, faut que lui se mette en action. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait un suivi, là. Tu l'as un petit peu dit tantôt, quelqu'un qui a un risque suicidaire, est-ce que tu as peur qu'il te mente puis qu'il te dise que tout va bien? Ou s'il y a vraiment un risque suicidaire, il va le dire? Écoute, c'est une grosse question philosophique que tu me poses, mais je me la fais toujours poser. Ouais. Quand je donne les cours, justement, quand je donne le cours sur l'évaluation du risque suicidaire, les étudiants me posent tout le temps cette question-là. Comment qu'on fait pour savoir qu'il me dit la vérité? Tu peux pas savoir. Mais ton patient là, qui fait une DRS, là, qui a une douleur rétrosternale, si tu lui demandes qu'il y a de la douleur, puis il dit non, puis qu'il y en a, puis qu'il est en train de faire un infarctus, es-tu responsable? Non. Voilà. Tu es responsable des moyens, mais pas des résultats. OK. Parce que si tu peux pas porter ça sur toi. Ouais. J'aimerais faire un message à toutes les infirmières qui nous écoutent, qui ont déjà eu un patient qui a fait une tentative de suicide. C'est pas de votre faute. Vous avez fait votre travail, vous avez fait votre évaluation, vous avez mis des choses en place. Vous êtes responsable des moyens, vous avez des obligations déontologiques. On peut pas sauver tout le monde. C'est OK. plate, c'est vraiment Ouais. plate. Ouais. C'est pas ça qu'on veut entendre. Mais c'est la C'est la réalité. réalité. Si la personne te ment, mais tu peux pas savoir qu'elle te ment, à moins que ça soit gros comme le bras. Mais en fait, il y a un principe qui peut nous protéger, puis c'est ce principe-là que moi j'utilise dans ma pratique, c'est est-ce que la personne est capable de me rassurer? Est-ce que la personne est rassurante par rapport à sa sécurité? Si la réponse est non, je considère que cette personne-là est à risque de suicide. OK. Je te donne un exemple. Je fais ton évaluation du risque suicidaire, mais tu me réponds que par des questions, des réponses fermées, et tu es très vague, très évasive. Moi, à ce moment-là, je vais te le dire. Je vais te dire, écoute, Ariane, moi, en ce moment, je suis inquiète. Je t'ai demandé si tu avais des idées suicidaires. J'ai pas compris ta réponse. Tu m'as répondu, mais j'ai pas l'impression que tu as répondu à ma question. Puis là, s'il continue d'être très vague, puis que je lui demande, bon, as-tu un moyen, une date, tout ça, puis que la personne est très évasive, je vais lui dire, écoute, moi, en ce moment, je considère que tu es à risque de suicide parce que tu n'es pas capable de me rassurer. Je suis encore inquiète pour ta sécurité. Ouais. Fait que, tu sais, il y a toujours moyen de le dire. Fait que, tu sais, si la personne a dit, non, non, tu sais, je suis correcte, là, puis que, tu sais, elle est correcte, mais
Puis, dans un cas que tu sentirais que le risque est encore présent, mais que la personne te ment, tantôt on a parlé de P38, qui était pour faire une Mhm. évaluation. Il y a d'autres gardes qui existent pour les personnes. Mettons quelqu'un qui dirait, moi, parce qu'on entend malheureusement beaucoup d'histoires médiatisées de comme, ah, mais la personne est allée à l'urgence puis ça n'a pas abouti. Puis je pense qu'il y a un gros stéréotype là-dedans que quelqu'un de suicidaire à l'urgence est pas bien encadré, mais c'est pas vrai. On a des solutions. Tu sais, si toi, tu sens que la vie de ton proche est en danger puis que t'emmènes la personne à l'urgence, ben comme, pense pas nécessairement qu'il va avoir son congé. S'il y a un réel danger qu'on ressent, ben, tu sais, il y a Ça des gardes. dépend, ça dépend. Puis je vais t'expliquer l'affaire. Ouais. C'est que il y a beaucoup d'enjeux éthiques. OK. C'est que quand que tu mets une garde à Ouais. quelqu'un, tu lui enlèves son droit fondamental à la liberté. OK. C'est gros, là. Fait qu'il faut vraiment que tu sois sûr, coulé dans le Oui, béton, que oui. ça fonctionne pas. Faut vraiment que tu aies un motif raisonnable que tu peux prouver devant un juge. Parce que OK. si ça s'en va là, il va passer au tribunal. Si tu mets une garde, bon, provisoire, tout ça, puis qu'on passe les étapes, il va y avoir 2 psychiatres qui vont faire 2 évaluations différentes. Et là, ça peut se rendre au tribunal d'essayer de prouver que cette personne-là représente un danger pour elle-même ou pour les autres. Donc, c'est pas à prendre à la légère parce que tu brimes la personne. Fait que tu enlèves sa dignité, là. Tu enlèves son Ouais. autonomie. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Là, les beaux mots qu'on entend à l'université de paradigme puis de métaparadigme, là, j'embarquerai pas là-dedans, là, mais, tu sais, il y a beaucoup de la philosophie d'humanisme. C'est aussi de considérer que la personne sait ce qui est le mieux pour elle. Ouais. Maintenant, il y a une chose, et c'est la plus importante. Est-ce que cette personne-là a un jugement et une autocritique altérée? Ça, c'est rien que ça que tu veux savoir rendu là. Est-ce que je peux me fier à mon évaluation? Si la personne semble avoir un jugement et une autocritique qui est préservé, mais si elle me dit qu'elle n'a pas d'idées suicidaires, ou ça se peut qu'elle me dise qu'elle en ait, c'est pas tout le monde qui a des idées suicidaires qu'on va mettre en garde. Ça se peut qu'elle ait des idées suicidaires, mais qu'elle ait pas de plan, qu'elle ait un réseau, tu sais, qu'elle ait des choses en place, puis que son risque suicidaire soit fait, même modéré. Tu sais, il y a plein de facteurs qui sont différents. Ben, ça se peut qu'elle ait son congé de l'urgence parce que le médecin n'a pas les motifs raisonnables de croire que cette personne-là représente un danger dans l'immédiat pour elle-même. Maintenant, est-ce que la personne a menti? Ben, on peut pas voir dans la tête des gens. C'est pas comme une prise de sang que tu vois un résultat, là. Ouais. Donc, c'est quand même gros de mettre des gardes, puis de brimer la liberté, puis la dignité, puis l'autonomie des gens. Fait que c'est sûr qu'on en échappe. C'est sûr qu'il y a des choses qui se passent. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème? Oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu sauver ces gens-là? C'est où que ça s'est passé? Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est complexe, une problématique qui a plusieurs volets, qui a plusieurs lunettes, Ouais. parce qu'on joue avec la vie des gens, mais on joue aussi avec leur dignité. Ouais. Fait que, tu sais, c'est dur de faire la balance entre les deux. D'où l'importance du lien de confiance quand on parle de santé mentale pour avoir des réponses les plus honnêtes possibles. Oui, puis de vraiment signifier à la personne qui est devant toi, je suis inquiète pour toi, je m'intéresse à toi, puis je suis Ouais. là pour t'aider. Aide-moi à t'aider, s'il Ouais. te plaît. Fait que c'est vraiment de faire ça, puis de... Je sais pas si tu as remarqué que souvent, quand je parle de santé mentale, puis de patients qui ont... Des patients qui arrivent avec des idées... Je veux souvent parler de personnes, des personnes qui ont des idées suicidaires, c'est que faut se rappeler que ça peut être ma soeur, ça peut être mon père, ça peut être... C'est quelqu'un qui vit une souffrance telle qu'elle veut mettre fin à ses jours. Fait que c'est juste de se rappeler que c'est pas un cas. C'est pas un Ouais. cas de santé mentale. C'est pas un numéro de dossier, là. Tu sais, Ouais. c'est quelqu'un qui est venu cogner à la porte de l'urgence. Imagine le courage que ça a pris. Fait que souvent, moi, je les remercie. Hey, merci d'être venu. Hey, ça a dû te demander beaucoup de courage de venir ici aujourd'hui. Je te remercie de me partager ça puis de m'en avoir parlé. Maintenant, je vais essayer de t'aider. Ouais. Fait que c'est de souligner ça, que ça a pris beaucoup de courage, puis de les remercier, puis de souligner le fait qu'ils ont demandé de l'aide. OK. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dire, mettons, que tu n'as pas abordé ou quoi que ce soit que tu trouvais important de parler sur la santé mentale avant qu'on conclue? Ben écoute, moi, je suis pas si... On pourrait parler pendant Ouais, moi, là, longtemps, c'est là. quand je suis partie, là, puis j'ai Ouais. l'impression que depuis tantôt, je fais des petites choses quand même. Ouais, c'est ça. Dans le fond,
Je sais pas parce que moi, je suis un livre ouvert, là, on dirait. Pose des questions, je vais te répondre, mais Ouais, concrètement, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, je ne crois pas, à part oser. ouais, C'est une clientèle qui vous intéresse, la santé mentale, c'est quelque chose qui vous interpelle, ben essayez, ouais, allez-y. Fiez-vous pas à tout ce qu'on entend parce que la réalité versus ce que c'est concrètement, c'est deux choses différentes. C'est pas toujours facile. Oui, il y a des cas qui sont plus difficiles, il y a des problématiques de santé qui sont plus complexes, mais comme il va y avoir aux soins intensifs. ouais. Donc, c'est juste autre chose. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Moi, je vous encourage. Ça me passionne depuis 10 ans maintenant. Puis tu sais, t'as toujours une équipe autour de toi. Si jamais il Oui, arrive quelque chose, t'es pas tout seul, là. T'as des oui, collègues qui sont là pour toi. Puis si t'as besoin de parler de quelque chose qui s'est passé, qui t'a plus affecté, ben, t'as oui. des gens qui sont là pour toi. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, Oui, ben, pour la pour la population, population, là. mais tu sais, même si vous, là, qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez besoin d'aide, ben, appelez. Oui, c'est super important. La Un- santé mentale, c'est aussi Oui. important que la santé physique. On le dit, mais on le dit tellement pas assez, là. C'est... Ben, en fait, c'est la santé tout court, tu sais. Oui, C'est un vient pas sans l'autre. ouais. Fait que si jamais vous avez besoin d'aide, ben, appelez au 1-866-APL. C'est important. Ben, merci beaucoup, Stacy. C'était super intéressant. Ben, merci à toi de m'avoir invitée. C'est ce qui concluait la deuxième partie de ma discussion avec Stacy Corriveau. J'espère que vous avez pu accrocher à sa discussion autant que moi je l'ai fait, puis que vous en avez appris plus sur la santé mentale dans nos urgences. N'oubliez pas de laisser une mention j'aime sur l'épisode ou le podcast, c'est toujours encourageant. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram, la chaîne YouTube et ou votre plateforme d'écoute pour rien manquer des nouveaux épisodes. Vos commentaires et vos suggestions sont toujours les bienvenus. Pour ce qui est de l'épisode de la semaine prochaine, on reste dans le milieu de l'urgence, mais cette fois-ci pour parler plus de généralité de fonctionnement de l'urgence. Puis, qu'est-ce que ça prend pour être infirmière à l'urgence? Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!